On refait la réunion avec le nouveau chauffe-eau solaire KSH 2021 de Giordano. On refait la réunion midi. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTL Réunion. Il est 12h20, l'heure de votre émission de Libre Antenne de la mi-journée qui vous est présentée aujourd'hui par Antoine Gélin et vous pouvez bien sûr y participer dès maintenant en nous appelant au standard au 02 62 234 567. Bonjour Antoine. Bonjour Mandy, bonjour tout le monde. On va essayer aujourd'hui de trouver le secret d'une entreprise où il fait bon travailler. Alors j'ai déniché un site internet, celui d'une société qui propose par exemple de motiver ses troupes par la musique. Et pas n'importe quelle musique. Imaginez Mandy, vous arrivez le lundi matin, vous venez de vous lever et le boss a décidé de vous motiver en mettant de la musique dans les bureaux. En le matin, un bon Rocky Balboa, pas agressif pour un sou. C'est donc, selon le site internet que j'ai découvert, d'une entreprise que je ne nommerai pas, ce n'est pas une entreprise réunionnaise. C'est donc, selon cette entreprise, la meilleure façon de motiver ses salariés, qu'ils soient heureux au boulot. On ne sait pas quel Jean-Claude Convenant a inventé ça, mais c'était sûrement dans les années 80. Car aujourd'hui, si on prend toujours en compte le savoir-faire, on considère que l'aimer faire est primordial. C'est Confucius, que vous avez bien connu, Mandy, qui disait « Choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Qu'il était sage, ce Confucius. Le travail représente en moyenne environ 66 000 heures de la vie d'un homme ou d'une femme. Or, un peu plus maintenant. Or, il est désormais admis qu'un salarié qui éprouve du plaisir dans son travail sera non seulement plus épanoui, mais aussi plus performant. Il y a quelques années, 80% des salariés français se disaient heureux au travail, mais il n'était plus que 20% à déclarer éprouver du plaisir au boulot. Or, bonheur et plaisir au travail ne sont pas les mêmes choses, nous affirme un article du site innovationmanagériale.com. Et d'expliquer que, selon les scientifiques, le plaisir est provoqué par la dopamine, alors que le bonheur résulte de la production de sérotonine. Et oui, c'est scientifique. Les effets sont opposés, alors que la dopamine est plutôt un excitant. La sérotonine est inhibitrice et induit à un état de plénitude et de relaxation. Et les auteurs de l'article d'aller plus loin, considérant que le bonheur au travail se conçoit avant le travail, via la motivation, et après, par la satisfaction du travail accompli. Au contraire, la sensation de plaisir intervient principalement pendant la réalisation de ces activités professionnelles. Du coup, si on retient ces arguments scientifiques, Mandy, on peut se poser la question, quel intérêt a-t-on à développer le plaisir au travail? Et si on met en place une stratégie de management en ce sens, ça commence par le recrutement, c'est ce qu'on appelle l'appétence. On parle aujourd'hui de GPEC, de management de transition, de CPF, de QVT et de DRH, tout un programme. Mademoiselle, monsieur, on n'a que ce qu'on mérite. Chacun ce qu'il mérite, c'est juste, c'est justice. Je vous remercie. Quand on veut, on peut. Quand on veut vraiment, on trouve. On prouve. Vous l'avez bien mérité. Vous l'avez pas volé. Vous l'avez bien mérité. Vous l'avez pas volé. Mademoiselle, monsieur, il n'y a pas de sous-métier. De toute façon, c'est ça ou rien. Choisissez. Vous prenez ou vous ne prenez pas? Vous exagérez. Réfléchissez. Le train ne repassera pas. La charrette, oui. Pas de poste pour le moment. Je suis au regret. Mais je peux vous proposer un stage. J'aurai pour cela besoin d'une convention de stage. Non rémunérée. Mademoiselle, monsieur, vous prenez ou vous ne prenez pas? De toute façon, c'est ça ou rien. Choisissez. Vous l'avez bien mérité. Extrait de Frère Animal, c'est un roman musical qui est proposé par deux artistes, Arnaud Catherine et Florent Marché, qu'on connaît déjà un petit peu, Florent Marché, quand on s'intéresse à la chanson française. Et alors une chanson, vous l'aurez compris, qui porte un regard un peu acerbe sur la fonction de DRH. DRH, Quoi? Direction des ressources humaines. Bravo. Bonjour Frédéric Nouvet. Bonjour. Vous êtes fondateur de Humanis Concept. Oui. C'est ça même. Vous faites dans le management de transition, la formation et le mentorat, entre autres. Bonjour Olivier Folio et Didier Le Tyran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Vocation Réunion et vous œuvrez dans la formation, l'accompagnement, les bilans socio-professionnels, les diagnostics personnalisés. Et votre dada, c'est de mettre en l'air les talents, qu'ils soient réunionnais, c'est encore mieux. On va attaquer sur les acronymes, évidemment. Je vais essayer de vous piéger sur les acronymes. Alors bon, DRH, on a donné. Tout le monde connaît. Tout salarié sait ce que c'est. Une DRH, direction des ressources Bonjour à Gloria. humaines. Bonjour à Gloria, qu'on aime beaucoup. Alors la GPEC, ça c'est important. GPEC de qu'un salarié, le patron normalement devrait savoir ce que c'est, qu'un salarié comprenne ce que c'est le GP ou la GPEC. La GPEC. La GPEC. Allez-y, c'est quoi?
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Parlez bien près du micro, là. Oui, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc en fait, il s'agit pour l'entreprise d'établir, de recenser les compétences dont elle a aujourd'hui, de faire le lien avec la stratégie et là où elle veut aller, et tout simplement de mesurer l'écart entre les ressources dont elle dispose aujourd'hui et les ressources dont elle aura besoin demain. Et ça lui donne en fait une ligne de conduite, savoir comment elle peut en tout cas accompagner les salariés actuels par le biais de cursus de formation, d'adaptation, d'accompagnement. Le but étant de croiser les aspirations individuelles et personnelles de chacun des salariés avec la stratégie d'entreprise. C'est toujours la même recette qu'on applique quand on fait de la GPEC ? Alors, avec les mêmes critères, avec les mêmes impressions depuis 50 ans, c'est toujours la même façon de faire finalement. Alors, la GPEC portait d'autres noms auparavant. Pour compléter ce que disait Olivier, il a mis le focus sur l'entreprise. On peut également parler de GPEC de branche, voire GPEC de territoire. Il y a une GPEC territoire qui est menée actuellement donc à La Réunion. Encore faut-il que... C'est-à-dire, sur quoi elle porte sur quoi cette GPEC de territoire ? Alors, identifier donc sur les 4 bassins d'emploi, donc Est, Nord, Sud, sur les points cardinaux, les métiers ou les activités qui pouvaient être pourvoyeuses d'emploi. Et en fait, il y a des microcosmes là aussi à La Réunion. Le bassin Est, par exemple, est un secteur moins pourvoyeur d'emploi que le Nord, et s'identifier les postes qui pourraient être créés éventuellement pour donner de l'emploi à nos jeunes. Qui ne partiront pas tous. Et je vous rappelle qu'on sera 1 million en 2037, avec une moyenne d'âge, je ne sais pas si ça a évolué, mais il me semble qu'elle est autour de 32-34 ans. Donc, la population réunionnaise vieillit. Oui, tout à fait. Alors la GPEC, c'est le lien entre l'emploi et la compétence, mais dans un contexte, j'allais dire stable. Moi, j'ai 55 ans, ça fait à peu près le même nombre d'années que j'entends parler de crise. Et actuellement, on évolue dans la crise Covid va pas nous démentir. On évolue dans un contexte de changement. C'est pour ça qu'on parle aussi du management du changement. Moi, je dirais que c'est un contexte de turbulence perpétuelle, parce qu'après la crise Covid, il y aura forcément autre chose. Et à La Réunion, l'Intense, on sait très bien qu'il se passe toujours des trucs. C'est terminé la stabilité. Ouais, la stabilité est terminée. J'ai presque envie de dire la stabilité à papa. Oui. Celle des années 70, là où rien ne pouvait arriver finalement. Tout à fait. Tout l'intérêt d'avoir une vision. On parle souvent de ces chefs d'entreprise qui ont une vision économique de leur activité. Là, il s'agit d'avoir une vision au niveau de ces ressources humaines. Les gens qui rentrent chez moi, que deviendront-ils dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ? À quel moment on les fait évoluer vers un poste clé pour leur donner un avenir et permettre de consolider l'entreprise ? Cette vision-là, elle est un peu plus dure à développer que la vision économique qui, elle, est bien installée. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on puisse, nous, ce qu'on cherche à faire, aussi bien Vocation Réunion qu'Humanis Concept, c'est à développer cet intérêt grandissant pour avoir une vision humaine de ces ressources. Voilà. L'humain plus que la technique. Alors, on va continuer sur nos acronymes très importants. CPF, ça doit vous dire quelque chose, Mandy, CPF ? Compte professionnel de formation. Wow, exact. Ouais, tout à fait. Alors, ça remplace en fait le DIF, le droit individuel à la formation, qui avait été initié par la loi de la réforme de la formation professionnelle en 2009. Le DIF est décédé, si on peut dire, le 31 décembre 2014. En fait, ça se comptait en heures et globalement, en fonction des conventions collectives, on avait une vingtaine d'heures en fait qui nous permettaient à chaque salarié de financer des actions de formation, de VAE, de bilan de compétences, etc. Validation des acquis, VAE. Ouais, tout à fait. Validation, excusez-moi. Je vais traduire à chaque fois qu'il y a des acquis d'expérience qui permettent d'obtenir des diplômes, donc d'éducation nationale ou des titres professionnels ministère du Travail. Et en fait, le DIF a été remplacé donc par le compte personnel formation, donc qui appartient aux salariés, alors qui est financé par les employeurs, mais qui appartient aux salariés et qui peut donc mettre en place des actions de formation en lien ou pas avec son secteur d'activité. Pourquoi avoir, pardon pour l'expression, mais réformer ce truc-là, le DIF, il n'était pas satisfaisant comme il était ? Alors, je suis pas un spécialiste ni dans les hautes sphères en fait, il y a eu toute une réforme de la formation. Alors, si j'osais, je dirais qu'il y a autant de réformes qu'il y a de gouvernements. Ouais, c'est un peu comme de l'éducation nationale. À chaque ministre, une réforme. Ouais, c'est un peu ça. Je vais pas faire le procès d'éducation. Une différence près, c'est que là, c'était utile. Parce qu'on a redonné... Avant, le DIF, c'était entre les mains de l'entreprise, souvent, qui disait, tiens, on va faire une formation, on va l'inscrire dans votre DIF. Là, ça part du salarié. Là, c'est lui qui pilote sa formation et qui choisit quelle formation il veut avoir avec toutes les formations éligibles. Ce qui veut dire qu'il a droit à une formation à 0 reste à charge, en général prise en charge par son CPF selon le montant, et qu'il est vraiment le pilote de sa formation.
Et une formation qui n'est pas forcément en lien avec le métier qu'il exerce. Exactement. Tout à fait. En lien avec ce que vous voulez pour vous, la vision que vous avez de votre carrière et de ce que vous voulez apprendre. Ça peut être de l'anglais, des langues, ça peut être apprendre des choses qui n'ont absolument rien à voir avec votre métier. Il s'agit de s'enrichir et d'être pilote de sa formation. Et ça, c'est bien. Et pour bien comprendre, l'employeur a le droit de refuser une fois, mais pas deux fois. C'est ça, non? Non, le CPF. Peut-être je suis resté sur le DIF à l'époque. Le CPF, c'était le DIF, alors. oui, en fait, c'était le DIF prioritaire, plus exactement. Mais en tout cas, le CPF appartient au salarié, donc il en fait ce qu'il veut sans en informer forcément son employeur. Ah d'accord. Du coup, il y a des modalités que je trouve très claires. Il faut que ça soit hors heure de bureau. Alors, hors de bureau, mais il y a des moyens. Alors, c'est comme l'employeur qui paye, 0,2% de la masse salariale, c'est pas anodin. Et je trouve qu'il y a des co-constructions vertueuses au niveau de l'employeur, en particulier au niveau des entretiens professionnels. Je trouve que c'est un super outil de dialogue social. Et en fait, il n'y a plus beaucoup de fonds. C'est un doux euphémisme pour les entreprises. Alors, il n'y a plus rien pour les plus de 50 salariés et puis pas grand-chose. Je crois que c'est 2 000 €. En tout cas, pas grand-chose pour les plus de 11, entre 11 et 50. Du coup, on peut faire aussi de la co-construction et du cofinancement et de dire, allons mettre en place une action de formation pour faire monter en employabilité le salarié. Mais je contribue, mais tu contribues également. Et je trouve que là, il y a une forme d'intelligence collective qui peut être mise en œuvre grâce justement aux entretiens professionnels qui sont obligatoires. À rajouter, c'est idéal pendant le confinement. Il y a des formations en ligne que vous pouvez financer, faire pendant un éventuel confinement. Les MOOC, les fameux MOOC. Oui, par exemple, mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire en ligne. Il y a des formations d'anglais ou de langue peuvent se faire en ligne. Il y a plein de choses qui sont à travers Zoom ou qui sont maintenant planifiées pour être faites en distanciel. Si, malheureusement, on devait avoir un confinement, pensez-y. Quitte à rester à la maison, autant se former à quelque chose. Faut juste pas travailler 70 heures par semaine, déjà. Voilà. Faut avoir un peu de temps. QVT, dans nos acronymes, c'est quoi QVT? Alors, qualité de vie au travail. Ah, voilà. C'est un peu c'est un des éléments de notre sujet du jour, qualité de vie au travail. Alors, recrutement et management par appétence. Est-ce que il y a eu un changement de paradigme récemment chez les recruteurs et notamment les chefs d'entreprise de se dire je vais pas m'intéresser que aux compétences, au savoir-faire. Il y a aussi tout un pan ce qu'on appelle l'appétence. Vous allez nous expliquer déjà ce que c'est un petit peu l'appétence dans une entreprise. Alors l'appétence, en fait, alors il y a un site qui l'explique très bien, et d'ailleurs je fais un clin d'œil à Francis Boyer puisque c'est lui qui a rédigé notamment un bouquin là-dessus. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, les entreprises avaient pour habitude de manager par compétences, le savoir-faire. C'est ça. Voilà. Mais pour faire simple, tout le monde peut apprendre comment faire quelque chose, comment faire un métier. Oui, mais c'est pas forcément à l'entreprise de l'apprendre aux salariés qui recrutent. Non, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai envie que le salarié soit immédiatement opérationnel. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi une responsabilité de l'entreprise de veiller en fait à ce que le salarié soit répondre en fait à ses activités, d'accord, à le garder dans l'emploi. Voilà. Mais l'appétence, en fait, c'est l'aimer faire. Effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Et c'est de choisir finalement un métier pour lequel, certes, on a un savoir-faire, mais qu'on a envie de faire, pour lequel on prend plaisir à faire le métier, à faire ses tâches. Voilà. Et c'est une attitude en fait qu'on a naturellement, qu'on fait sans effort et qu'on fait surtout avec plaisir. Et jusqu'à maintenant, on rejoint Confucius. Exactement. On rejoint Confucius. Et jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que on recrute sur CV. On demande des CV, des lettres de motivation. Les CV se ressemblent plus ou moins. On évalue des compétences et des diplômes. Le diplôme ne dit pas forcément compétences. Et les compétences s'évaluent surtout après une activité, une tâche. On dit il a été compétent pour telle activité, pour telle tâche. Mais on n'est pas en mesure de savoir si le salarié est compétent pour les missions pour lesquelles on le recrute. Et là, c'est la différence avec les appétences. C'est qu'on va chercher grâce aujourd'hui aux 2 petites lignes en bas du CV, pour lesquelles on fait la plupart du temps abstraction, mais lesquels, pour moi, centre d'intérêt, c'est ça? Les centres d'intérêt, les passions. Ce pourquoi les gens prennent plaisir à faire. Vous savez, les disques qu'on remplit, qu'on met au hasard. Moi, j'aime bien la randonnée, le tennis et la baignade. Et les romans policiers. Non, pardon, les centres d'intérêt, ça a toujours été effectivement la dernière roue du carrosse du CV. C'est ça, mais au travers de ces passions, de ces plaisirs. Et la pêche à la ligne.
la pêche à la ligne, besoin de solitude, besoin de se ressourcer, c'est quelque chose en fait qu'il faut prendre en compte dans l'attribution des missions. Pourquoi ? Parce que ça ne l'était pas jusqu'au. Pardon, vous coupez encore. Hein. Ça ne l'était pas jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire les recruteurs s'arrêtaient à l'avant-dernière ligne. Il y a eu 3 niveaux, on va dire. On a recruté au début par qualification. On a dit vous êtes qualifié pour ce poste. Vous avez un diplôme d'électricien, faites électricien. Parfait. Après, on a recruté par compétence. Vous êtes électricien, vous avez une compétence qui peut vous amener vers un pilotage d'équipe. On va vous mettre à l'essai. Voilà. Et puis surtout, vous allez avoir un petit plus qu'on va pouvoir valoriser. Et maintenant, on cherche des talents. Le talent, c'est comme Confucius. Quand on se lève, on a tellement ça en nous, on n'a pas l'impression de travailler. C'est pas une besogne, c'est un plaisir. On se lève avec plaisir, avec l'idée de réaliser quelque chose. Alors, on veut des talents. Par contre, pour répondre à votre première question, en entreprise, comment ça se passe ? Il y a quand même de gros écarts entre ce que l'on veut et ce que l'on fait. On a quand même de gros écarts entre dire je veux recruter un talent, mais je balance une annonce qui est digne des années 80 avec quelle est votre ancienneté, quel est votre diplôme, voici le salaire que je propose. Je ne parle pas aussi des incohérences totales qu'on peut voir sur certaines annonces. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un poste de directeur d'exploitation à 25 000 € bruts par an. Il me semble qu'il y a un problème entre le salaire et la fonction. Et il me semble qu'il y aura un échec sur ce recrutement. Ouais, c'est ça. Le niveau de responsabilité est tellement haut, directeur d'exploitation, qu'il va pas prendre 25 000 € bruts. Il va prendre beaucoup plus. Celui qui va répondre sera sans doute très loin de la mission. Il va sans doute échouer. Et ça, c'est dommage. Ouais, ou il sera au chômage depuis très très longtemps et il sera prêt à accepter n'importe quoi. Exactement. Enfin, en tout cas, on rejoint un peu les paroles de votre chanson de tout à l'heure. C'est ça, exactement. Je rappelle, un Frère Animal, un roman musical d'Arnaud Catherine et Florent Marché. Allez voir le clip, il est très très rigolo. Je vous laisse terminer, Olivier Folliot. Donc on parlait, d'appétence et de CV. Et de CV. Mais pour répondre à aussi une des questions que vous posiez tout à l'heure, quel avantage, pourquoi l'entreprise devrait recruter par appétence ? En fait, quel avantage pour l'entreprise ? Tout simplement pour gagner du temps. C'est une façon aussi de s'assurer que les missions conviennent bien aux personnes à qui on attribue les missions. Il s'agit aussi, c'est un moyen d'engager, en tout cas, les collaborateurs. C'est une façon également d'améliorer la qualité de vie au travail, qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, il s'agit aussi de redonner du sens. Redonner du sens aux salariés qui sont en quête, qui sont en perte de sens actuellement et qui s'interrogent. Je rappelle que, dernier chiffre, 46% des Français s'interrogent sur la volonté de changer de métier aujourd'hui. Ouais. Contexte favorise un peu la réflexion, peut-être. Voilà. Mais c'est surtout c'est ça l'avantage pour une entreprise. Effectivement, comment avoir du plaisir, comment être heureux au niveau du travail aujourd'hui. C'est aussi le rôle du manager et aussi la fonction des ressources humaines en fait d'y veiller. On parle d'innovation pour l'emploi. L'innovation, ça consiste à comment je peux faire différemment aujourd'hui, donc par rapport aux principes et aux méthodes justement qu'on essaie de dupliquer par habitude, par confort. Aujourd'hui, Didier Le Tyran l'expliquait, on est dans un contexte de turbulence perpétuelle. On parlait de compétences, ça c'est dans un cadre qui est effectivement stable. Aujourd'hui, celui qui peut prédire l'année prochaine ou dans 2 ans comment ça va se passer, on le recrute tout de suite. Forcément, on a besoin de savoir. Voilà. Et donc, on a besoin de faire les choses différemment. On a besoin de recruter les gens différemment. Les compétences dont on dispose aujourd'hui sont peut-être pas plus suffisantes pour demain. Et on a besoin plutôt d'avoir des gens qui sont capables de s'adapter, faire preuve de flexibilité, faire preuve de souplesse et notamment de créativité. Et là, ça fait appel effectivement aux compétences, des gens qui ont envie de faire des choses aussi différemment, des appétences pour le changement, pour l'innovation. Faut que le chef d'entreprise soit carrément ouvert d'esprit. Totalement. On va revenir là-dessus, de la théorie à la pratique. 0262 234 567, on parle du bonheur au travail, du plaisir à travailler dans une boîte, là où vous travaillez. Cette différence entre bonheur et plaisir est importante. Le bonheur, on nous explique qu'il vient avant et après. Notamment par la satisfaction du travail accompli et par la motivation, et le plaisir c'est pendant et finalement c'est quand on est au bureau quoi. Donc c'est d'autant plus important que ça induit aussi une certaine attitude, un certain comportement quand il y a du plaisir. Forcément on est plus souriant, on est plus avenant avec les autres. Ça aide, ça c'est prouvé, productivité, ça aide au niveau de la productivité. Ouais. Par contre, ça passe souvent par un critère qui est entre le bonheur et le plaisir, qui s'appelle la reconnaissance. Ah. Et la reconnaissance, c'est un moteur. C'est même le principal moteur. Et si j'en crois plusieurs études qui sont parues sur plusieurs années, ça passe avant le salaire.
Est-ce que c'est intégré ça? Alors on parle de, il y a quand même la reconnaissance salariale, la reconnaissance, comment dire, psychologique. C'est toujours agréable de voir son supérieur hiérarchique se féliciter d'un boulot qu'on a fait. C'est toujours valorisant. Voilà, il y a plusieurs niveaux de reconnaissance. Est-ce que c'est aujourd'hui intégré par le patronat, par le milieu des chefs d'entreprise? Ce changement de paradigme que vous souhaitez, vous? Alors, changement de paradigme, on serait un peu présomptueux, en tout cas changement de cadre et s'adapter tout simplement au contexte qui évolue. Moi, je voulais juste dire au niveau des talents, le talent n'exclut pas la compétence, hein, c'est complémentaire. Hein. Voilà, on peut être diplômé, avoir du talent et tout à fait. Alors, on parle beaucoup de compétences en termes de savoir-faire, de diplôme, si tant est que le diplôme puisse résumer. J'ai rien contre les diplômes, hein, mais ça résume pas, en tout cas, la compétence. Actuellement, on parle beaucoup de soft skills, donc des comportements en termes de savoir-être. Moi, je crois qu'il y a un facteur qui est hyper important, j'allais dire essentiel. La clé de voûte, c'est la communication à tous les niveaux. Et là, on parle d'hommes, on ne parle pas de chef, de sous-chef, etc. On parle d'individus. D'avoir la curiosité, je vais loin, je pense qu'il faut aimer les gens avec qui on bosse. Alors peut-être que je suis un peu sur ma planète. On parle souvent de deuxième famille. Ouais, mais surtout de considérer les gens, d'avoir de la dignité, alors bien sûr qu'en théorie de Maslow, donc il faut pouvoir payer nos factures, il faut pouvoir bouffer. Il y a quand même des gens, je le rappelle, qui bossent et qui même en travaillant n'ont pas de quoi se payer un loyer. Hein. De plus en plus de travailleurs précaires. De plus en plus, voilà, travailleurs précaires. Mais à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de pépites. La Réunion est un super territoire de ce point de vue. Moi, j'ai fait beaucoup de recrutements. Je vous assure que j'ai trouvé des pépites, des gens d'enfer qui sont encore en CDI. Donc, il y a la partie recrutement au niveau des talents, mais il y a aussi la partie, et là, le rôle du manager qui est pas facile, hein, mais est essentiel. Je parle du manager de proximité surtout, qui est capable de repérer le talent et être capable surtout de le garder. Encore faut-il, et en fait, je fais toujours l'analogie avec les clubs de foot. Quand on a un super numéro 10, quand on a un petit peu l'œil, on le fait pas jouer arrière gauche, quoi. Il y a une complémentarité. Et je trouve, alors ça c'est facile à dire, mais je pense qu'il y a peut-être un travail de développement personnel à tous les niveaux. Tout à l'heure, à l'introduction, il y avait un mot qui m'a attiré, en fait, c'était la persévérance, et je rajouterais l'humilité. Quand on a l'humilité de s'interroger chaque jour, comment je peux faire pour devenir meilleur demain, quel que soit le poste de travail, ça dépasse le cadre du poste, hein, dans l'organigramme. Je pense qu'on peut développer l'intelligence collective et la capacité à travailler ensemble. On demande de plus en plus, à la fois aux salariés, et finalement, je m'aperçois qu'on en demande de plus en plus aux chefs d'entreprise. Elle a fait le 02 102 234 567 et nous avons Céline au standard, Mandy, qui avait posé une question ou apporté un témoignage sur cette question de l'appétence, recrutement et management par appétence. Bonjour Céline. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, je vous appelle parce que moi, je me suis reconvertie, en fait, il y a quelques années, parce que justement, j'étais dans un travail où, en fait, effectivement, je m'épanouissais pas parce que j'avais, je pense, des compétences. J'avais les diplômes, comme disait votre intervenant à l'instant, mais où je n'avais plus de reconnaissance et où, du coup... bien que j'aimais mon métier, en fait, j'avais plus l'envie, en fait. Qu'est-ce que vous attendiez comme reconnaissance? Est-ce que c'était un type de reconnaissance particulier, le fait que le patron de votre boîte dise vous faites du bon boulot, ou que ce soit une reconnaissance plus pécuniaire? C'est important, ça. Alors effectivement, pécunier, c'est toujours intéressant, mais au-delà de ça, parce que c'était pas ça que je recherchais, c'est effectivement la reconnaissance quand on propose des nouvelles idées et qu'on soit entendu, écouté, quand on oui, c'est ça, c'est plutôt que nos compétences soient mises soient entendues, en fait. Parce que moi j'avais plein de bonnes idées pour mon ancien travail, et effectivement on propose une fois, on nous dit non, une deuxième fois on nous dit non, une troisième fois on nous dit non. Avec cette impression comment dire, que la hiérarchie finalement phagocyte tout, c'est-à-dire que ceux qui sont je disais l'expression, mais qui est pas du tout péjorative, ceux qui sont en bas ne sont pas considérés comme force de proposition. Il faut arriver à un certain niveau pour commencer à être force de proposition par rapport à la direction. C'est ça, hein? Exactement. Parce que, et au bout d'un moment, en fait, on propose plus.
Et ce qui fait que, enfin, moi, à la fin, j'étais arrivée à ne plus aimer, en fait, la personne que j'étais dans mon travail, en fait, parce que j'avais perdu l'ambition. Je n'étais plus du tout force de proposition, parce que de toute façon, chaque fois que je l'avais été, j'avais pas eu. Voilà. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas, parce que moi, pour revoir mon ancienne entreprise, il y avait plein de talents. Et pour preuve, aujourd'hui, tous ceux qui en sont partis, presque tous sont à leur compte, sont devenus entrepreneurs. Donc c'est qu'il y avait des gens qui avaient la niaque, qui avaient l'envie, mais qui pouvaient pas exprimer toute leur motivation en fait. Il y a un côté gâchis pour l'entreprise. On vous reprend dans un instant sur la transition professionnelle, parce qu'on a envie de savoir ce qui vous est arrivé depuis. Oui. Juste un mot là-dessus, peut-être Frédéric Nouvet, Olivier Folliot ou Didier Le Tyran. En fait, moi j'ai une citation qui me vient en tête en fait quand j'entends ça. Il faudrait que je me rappelle de l'auteur, mais je pense que Frédéric l'aura. On recrute des gens intelligents pour qu'ils nous disent quoi faire. On recrute pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire. Donc, Steve Jobs, merci. Donc quand on a le patron d'Apple, enfin l'ex-patron d'Apple. Voilà, et quand il a tout compris, je veux dire, le dirigeant ne sait pas forcément, le manager ne sait pas. Répétez ce qu'il disait Steve Jobs. On ne recrute pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire. On recrute des gens intelligents pour qu'ils nous disent quoi faire. D'accord. Dirigeant d'entreprise, manager, on n'a pas la science, on ne sait pas tout. Par contre, l'intelligence, c'est savoir sur quelles compétences s'appuyer. Se dire, ok, là j'ai un talent, sur qui je peux m'appuyer pour avancer. Y compris au plus bas. Encore une fois, c'est pas péjoratif ce que dit, mais y compris au plus bas niveau. On dit, je veux dire, les gens de terrain sont souvent ceux qui sont sur le terrain. Ouais, ceux qui ont les meilleures informations. Bien sûr. Moi, je vais vous donner une expérience de 25 ans. La vérité vient toujours du terrain. Le patron, c'est le client. C'est lui qui nous fait vivre. Qui est au contact du client toute la journée? Qui voit ce qui marche, ce qui ne marche pas? Quel logiciel n'est pas adapté? Quel propos ou quelle offre n'est pas adapté au client? Pourquoi le patron de Céline ne l'a pas écouté alors qu'elle avait les informations, elle avait l'expertise? À cause d'une maladie très grave, qui s'appelle l'ego. C'est une maladie qui touche directement les yeux et les oreilles. Vous ne voyez plus rien, vous n'entendez plus rien, vous vous enfermez sur vous-même et sur vos convictions. L'ego est la maladie de certains patrons, maladie qui parfois les amène au bord du précipice. Et quand on casse l'ego, on sait qu'on peut écouter le terrain parce que c'est eux qui ont les meilleures informations, on les fait remonter, on travaille ensemble et on trouve des solutions. Et quand on fait ça, tout le monde est gagnant. Le client, les employés et le patron. Vous avez pas mal de boulot, vous, finalement, les trois, là. Oui, après, on se bat un peu contre des moulins à vent. Parce qu'il faut quand même détruire certaines bâtisses et certaines convictions. En fait, pour faire le lien avec ce que disait Frédéric, quand on parle de l'ego, effectivement, c'est une plaie, c'est à pas confondre avec l'amour-propre. Ego versus humilité. Humilité, c'est pas douter, c'est juste se remettre en cause et puis de dire, mon gars, t'es meilleur que moi, je vais pas me torturer l'esprit, gaspiller de l'énergie à faire quelque chose un petit peu mieux. Je vais capitaliser sur les talents de chacun. Et en fait, quand Frédéric disait que l'ego, c'était dangereux pour les gens qui en souffrent quelque part, l'excès d'ego, je dirais que c'est bien pire que ça. C'est que ça embarque des gens avec eux. Et il y a des cas graves donc de dépression, burn-out, suicide, parfois sur le lieu de travail. Parce qu'on n'écoute pas assez les gens. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a un manque de reconnaissance, parce qu'on n'est pas écouté, parce que... Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous leur conseillez aux chefs d'entreprise qui vous sollicitent de faire des réunions hebdomadaires avec une prise de parole un petit peu comme les alcooliques anonymes ou Alors en fait on a je pense, je parle un peu, je parle en mon nom, mais peut-être que je traduis aussi l'avis d'Olivier, de Frédéric. On a une aversion pour le mot conseil. Les consultants ne sont pas les payeurs. C'est très facile de dire Yaka Faucon, il y a à peu près 66 millions, voire 68, qui sont capables de nous dire qu'il faut prendre en équipe de France de foot, sauf que ce n'est pas eux qui vivent avec les gens. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de conseil à donner, ça serait plus sous forme de coaching, peut-être de poser les bonnes questions pour qu'il y ait une prise de conscience personnelle et une vraie volonté alors je ne sais pas si c'est de changer, mais à tout le moins d'essayer de s'améliorer pour être en adéquation avec le contexte. Et ce que disait Frédéric, c'est terrible en fait. Je trouve que d'être encore en 2021 dans une organisation pyramidale où l'information est que descendante et on se prive et alors moi j'ai fait des enquêtes clients mystères. On nous paye pour aller dans des boîtes en fait dans différents secteurs d'activité pour faire remonter des informations. Alors, je l'ai fait, mais ça m'a toujours étonné parce qu'en 20 secondes top chrono, on peut voir
pratiquement détecter un problème managérial dans l'accueil du client. On est parfois mieux accueilli. Parfois, si on ouvre un peu les yeux, on n'aurait pas besoin d'un consultant. Oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, on parlait d'aimer les gens, c'est être curieux des gens. Enfin, peut-être ça s'appelle le charisme, je ne sais pas, mais d'aller vers les gens tout simplement. Peut-être que c'est boire un café de temps en temps et d'être curieux de la vie de ses collaborateurs. Ça aura peut-être plus d'impact que faire des réunions. Oui, attention à la réunionnite, c'est une maladie très grave et qui fait perdre beaucoup de temps et qui coûte très cher. Non, en fait, il suffit d'aimer les gens. Quand vous aimez les gens, vous vous intéressez à eux, vous avez envie de les entendre. Et après, il faut que ce soit concret. Petite chose, Antoine, on n'est pas en train de stigmatiser Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui créent du business, qui sont entrepreneurs. C'est vraiment hyper respectable parce qu'il faut vraiment avoir du courage. Mais on est dans un contexte où j'ai l'impression qu'il y a plus de gens courageux qui vaincent leur peur et qui sont dans une forme d'entrepreneuriat qui, à mon avis, n'est pas suffisamment enseigné dans l'éducation nationale aussi. On retourne au standard avec Céline, et puis après, il y a deux autres auditeurs qui veulent intervenir. On va leur mettre la priorité. Cette notion de peur qui vient d'être évoquée par Didier Le Tyran, Céline, est-ce que vous, justement, avant cette fameuse transition qui vous a fait un petit peu retrouver vos bases, peut-être, elle était là, cette peur de quitter l'entreprise pour aller vers l'inconnu? Oui. Comment vous l'avez géré? En fait, je me disais toujours, je partirai quand j'aurai un plan B. Ouais. Il se trouve que le plan B n'est pas arrivé. Il arrive jamais le plan B. En fait, c'est toujours pareil. Tant qu'on n'a pas fermé une porte, il n'y en a pas une autre qui s'ouvre, en fait. Et donc, j'ai eu un licenciement économique, ce qui m'a donné l'impulsion. Et effectivement, parce que ça fait peur. On est dans une sécurité, en fait. Et là après, moi en étant à mon compte, effectivement, j'ai plus cette sécurité-là. Mais j'ai la liberté alors la liberté, tout est relatif quand on est à son compte, mais au moins j'assume tout ce que je fais. Si je fais quelque chose et que ça ne fonctionne pas, c'est parce que je l'aurais décidé et du coup je peux réagir et c'est moi qui en assume la responsabilité de l'échec, mais aussi de la réussite. Vous êtes dans le même secteur que ce que vous étiez avant dans une boîte. D'accord, complètement, c'est une vraie transition professionnelle. Pas du tout, j'étais dans le paramédical et maintenant je suis dans l'événementiel. Ah. Alors j'ai pas choisi ma bonne année, j'ai pas choisi la bonne année pour me lancer dans l'événementiel, mais la vie est longue. Et tout à fait. Un jour ou l'autre, ça va se terminer, cette histoire de Covid. C'est ça, c'est une parenthèse et après, ça fonctionnera comme prévu. Merci beaucoup, Céline, pour votre témoignage. Merci à vous. Merci, au revoir. On enchaîne avec Patrick qui voulait aussi réagir sur le sujet. Je vous rappelle qu'on parle du bonheur, du plaisir au travail et qu'on est avec Frédéric Nouvet, Olivier Folliot et Didier Le Tyran. Frédéric Nouvet est fondateur d'Humanis Concept. Olivier Folliot et Didier Le Tyran, vous êtes cofondateurs de Vocation Réunion et on dit bonjour à Patrick. Bonjour Patrick. Oui, allô? Bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour, c'est Patrice, monsieur Génard. Oui, bonjour à tous. Bonjour Patrice. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Alors, je vais être très court parce que j'ai pris l'émission en cours. Est-ce que finalement, le bien-être passe pas aussi par un meilleur salaire? Surtout qu'à La Réunion, vous savez très bien que les ouvriers sont sous-payés, exemple le bâtiment. Voilà, c'est une question assez courte. Assez évident. La réponse est oui, Patrick. Patrice, pardon. Je pense, j'imagine. La reconnaissance, elle passe avant tout par le côté salaire. Parce que vous savez bien, à La Réunion, les ouvriers sont sous-payés. Voilà. Oui, alors peut-être pas. Est-ce que à La Réunion spécifiquement, les ouvriers sont sous-payés C'est une question qui est dangereuse. La vie est plus chère, peut-être. Qui est compliquée aussi parce que généraliser en fait c'est réducteur. Donc qu'est-ce qu'ils vous répondent? N'empêche que on est tous, tout salarié a toujours envie de demander une petite revalorisation salariale, surtout par rapport à son travail, s'il est satisfaisant. Qu'est-ce qu'ils vous répondent là-dessus, les chefs d'entreprise? En fait, on est dans la pyramide de Maslow, c'est tout à fait légitime, normal, et heureusement qu'on bosse pour pouvoir payer les factures, alimenter aussi le cercle vertueux des entreprises. Mais vous parliez tout à l'heure de travailleurs précaires, vous avez raison. Ouais. Patrice, à l'instant, parle aussi d'ouvriers, en fait, de gens mal payés. Il n'y a pas de leçon à donner, mais une fois qu'on a réglé le salaire, les congés payés et les repos hebdomadaires, en gros, on a réglé 95% des conditions qui permettent après de passer sur ce dont on est en train de parler, de talent, de compétences et d'employabilité. Il y a également quelque chose que je voulais souligner. Pourquoi, excusez-moi, pourquoi il n'y a pas de mise en concurrence, par exemple, des salariés? C'est-à-dire que... Excellente question.
En fait, souvent, vous avez vu dans les recrutements, il n'y a jamais le salaire. Il faut toujours prendre contact avec l'employeur et demander combien c'est payé, tout ça. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas comme de mise en concurrence quand on fait un appel d'offres, de mise en concurrence des salariés qui, suivant leurs compétences, peuvent demander plus ou moins d'argent, quoi. En fait, si je peux me permettre, ça fait partie des critères qui peuvent se négocier de toute façon au niveau du recrutement. Mais quand c'est du haut niveau ou quand c'est du moyen niveau, mais là je parle de tous les salariés, y compris encore une fois c'est pas péjoratif, mais les salariés de base, les ouvriers, comme disait Patrice à l'instant. Il faudrait presque un site comme de comparatif d'assurance où on puisse comparer ces entreprises. Ça existe ça déjà, quelles entreprises offrent le mieux? Entre guillemets, on peut pas tout y dire. On peut pas tout dire parce que si on dit tout, parfois on rentre dans la discrimination. Et c'est pas l'objectif. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit qu'il y a les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas dans un bilan, c'est les hommes et la réputation. Et c'est clair qu'il manque les hommes et la réputation, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait le cœur d'une entreprise. Quand une entreprise a une mauvaise réputation, elle a du mal à recruter. Elle n'attire pas à elle les bons profils. Et du coup, elle s'asphyxie tout doucement. Et donc, très clairement, l'intérêt pour un chef d'entreprise aujourd'hui de travailler la qualité de vie au travail, la vraie, pas la façade, pas de payer des petits déjeuners. Commençons déjà par payer les heures qui sont travaillées et permettre aux gens d'avoir un vrai repos. Ce serait déjà pas mal. Parce que j'ai l'impression que parfois, on fait de la façade pour se donner bonne conscience. Je t'ai payé un petit déjeuner, alors c'est pas grave si t'as fait 20 heures de plus cette semaine. Donc voilà, il faut être cohérent. Mais surtout, voilà, faut passer par ça. Faut passer par ça, par une vraie reconnaissance. Au revoir Patrice, bonjour Jennifer, une auditrice qui voulait intervenir au cours de cette émission. Bonjour Jennifer. Bonjour tout le monde. Le temps avance, il est 56 déjà. Oui, je vais être rapide. Donc moi avant j'étais dans un métier de chiffres, dans le contrôle, et forcément j'ai fini par perdre du sens dans le métier que j'exerçais. Et par me perdre totalement, perdre du sens, à ne plus avoir d'énergie pour travailler. Ouais. Donc je me suis rendu compte que j'avais des prédispositions naturelles pour les mots, aider, conseiller, créer plutôt que de contrôler. Et j'ai eu l'opportunité de quitter mon travail et de me reconvertir dans un métier qui me correspond vraiment. Et ce que je voulais dire, c'était que je voulais m'adresser à tout le monde et leur dire qu'il était possible aujourd'hui de se faire accompagner justement pour retrouver du sens, découvrir et exploiter ses propres talents et vivre heureux dans son métier ou le vivre autrement. Donc ça c'était le message que je voulais passer aujourd'hui. Et vivre d'un métier dans lequel on trouve du sens, ça permet aussi de pouvoir être efficient et nous-mêmes pouvoir apporter un peu de joie autour de nous finalement. Finalement, ce que tout le monde dit aujourd'hui, c'est ne pas avoir peur. Du côté du salarié, ne pas avoir peur de quitter la boîte quand il a une idée qu'il a envie une passion qu'il a envie de mettre en œuvre. Ne pas avoir peur aussi, même si on n'a pas envie de quitter la boîte, d'aller voir le patron, d'aller voir son supérieur hiérarchique en abordant des questions qui peut-être fâche un peu, mais il faut les aborder. Et ne pas avoir peur du côté des chefs d'entreprise de recruter, même si, par exemple, et là j'en viens à une question cruciale, même si, par exemple, on a plus le candidat a plus de 45 ans, ça, c'est vieux. Et là, c'est foutu. Ouais. Là, c'est foutu. La vérité. Vous le disiez tout à l'heure, c'est incroyable. 2/3 des plans sociaux en 2020, concernent les 50 ans et plus. Voilà, exactement. Ça résume tout. En fait, ils ont fait le ménage en 2020, ni plus ni moins. Ils ont fait le ménage. On a dit, les plus de 50 ans, allez, on va faire des plans sociaux, c'est le Covid. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Les CV anonymes, faut passer au CV anonyme, sans l'âge, sans l'origine, parce que tout ça fait que on n'est pas forcément recruté. On n'est même pas changement de mentalité. Le CV, on sait très bien qu'on peut le discriminer d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de souci. Lors de l'entretien, déjà. Juste de dire qu'on commence à peu près à bosser à 25 ans. À 45 ans, on est trop vieux parce qu'on est senior. Donc voilà, on en fait partie. Réforme de la retraite, vase communicant, quels que soient les gouvernements. De toute façon, on est programmé pour bosser jusqu'à 67. Donc, ça veut dire qu'on est bon à quel moment? Alors, on a 5-10 ans où on est correct, on est au sommet de la vague. Et il y a un proverbe, je vais laisser, donc, on parle aussi donc, du management intergénérationnel. Je vais laisser peut-être Frédéric. Ce proverbe que j'aime beaucoup qui dit un ancien qui disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. On a tous ces anciens dont on n'utilise pas les compétences et c'est bien dommage. Frédéric Nouvet, Olivier Folliot et Didier Le Tyran, merci. Je pense qu'on va vous retrouver dans un petit mois pour continuer cette émission, parler du bonheur au travail, de tout ce que ça a apporté comme richesse et pas que pécuniaire, à la fois à l'employé et à l'employeur. Merci à tous. Merci, au revoir. Sur RTL Réunion, on refait la réunion.
C'était On refait la Réunion avec les chauffe-eau solaires Giordano.